Jean-Philippe Sasson, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Grand Reporter, un magnifique ouvrage paru aux éditions Les Arènes, qui réunit 20 reportages BD parus depuis 5 ans dans la revue 21. Alors ces reportages nous mènent des Landes au Mont Blanc, de Kinshasa à Quito, de la Chine au Yémen et dans bien d'autres destinations encore. Et vous avez réalisé 2 de ces reportages. Donc l'un est intitulé Les visiteurs de Gibraltar. Et il vous a mené sur les côtes méditerranéennes, à la frontière entre l'Europe et l'Afrique, un lieu crucial pour de nombreux migrants. Le deuxième est intitulé L'étoile d'Arnold et il nous projette au Congo, dans la région de Kivu, et il nous permet de rencontrer Arnold, un ancien enfant soldat. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le reportage BD et de devenir ainsi à la fois raconteur d'histoire et rapporteur de l'histoire ? Ce qui m'en a donné envie, en fait c'est une histoire un petit peu compliquée parce que le jour où Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry m'ont invité à déjeuner pour me parler de leur projet de la revue 21, qui était encore un peu secret et auquel personne ne croyait, pas plus moi que les autres. Ce qu'ils m'ont proposé, donc, c'était de partir là où je voulais, avec des conditions très confortables, avec une totale liberté de ton. C'était quelque chose auquel j'aurais pas pu rêver seulement 5 ans auparavant. Simplement parce que, pour parler de façon un peu grossière et vulgaire, le produit éditorial qu'est le reportage bande dessinée n'existait pas encore chez les éditeurs classiques. Moi-même, j'avais déjà travaillé sur la réalité chaude, mais par le biais de la fiction, notamment un livre que j'avais fait sur le génocide des Tutsis de 1994. Il se trouve que quand ce bouquin est sorti, il a eu un accueil très positif, aussi bien pour la critique que pour le public, mais je me suis rendu compte que quand on utilisait ce biais de la fiction pour parler de la réalité, on était souvent victime de malentendus. Parce que de fait, quand on fait une œuvre de fiction, que ce soit de la bande dessinée, un roman, un film, c'est très clair qu'une fois que la chose est publiée, elle n'appartient plus à celui qui l'a produite et les lecteurs se l'approprient comme ils le veulent. Donc il se trouve que quand ce bouquin est sorti, qui s'intitulait Deo Gracias, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que je considérais comme des adversaires dans le débat qui entourait le génocide des Tutsis et tout ce qu'il a provoqué après dans la région. Donc à ce moment-là, j'ai fait quelque chose qui était pas une bande dessinée de fiction, qui était une espèce de pamphlet, mais chez un éditeur qui n'avait pas vraiment de case à l'époque pour cela, et donc qui ne pouvait pas me proposer grand-chose. En gros, c'est un bouquin qui faisait, je pense, 200 pages. Mais donc c'était chez Delcourt, mais Delcourt a pu à peine me financer le billet d'avion pour retourner là-bas. Donc quand Patrick Saint-Exupéry et Laurent Beccaria m'ont proposé ça, c'était quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Et voilà. Ouais. Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes ou vos sujets de reportage ? Alors, donc pour revenir à ce premier rendez-vous que j'ai eu avec Patrick Saint-Exupéry, c'était même un petit peu trop beau pour que je puisse vraiment apprécier la proposition qu'on me faisait, parce qu'il m'a demandé tu veux partir où? Et bon, je ne savais pas pourquoi j'étais venu déjeuner avec eux. Donc là à l'époque, je me rappelle que j'avais dit je sais pas, je vais partir à Kinshasa. Et puis après ils m'ont dit tu veux partir combien de temps? Je dis, je sais pas. Ils m'ont dit quoi, 3 jours, 3 semaines, 3 mois? Un mois c'est bien, etc., etc. Bon, j'avais dit Kinshasa comme ça, et puis après je me suis posé des questions. J'étais un petit peu trop marqué par le Rwanda et par la région des Grands Lacs africains. Je me dis bon, je vais pas. En même temps, j'en suis pas sorti parce que je continue. Je vais pas encore proposer un truc sur le Rwanda, donc il y avait un sujet qui me tenait à cœur. C'était donc
les mouvements migratoires entre l'Europe et l'Afrique. Et je voulais relier ça à l'expérience de mes plus proches amis de Liège, à l'expérience de leurs parents, de migrants, donc, qui avaient passé d'un continent à l'autre dans des conditions tout à fait différentes, mais avec aussi une histoire intéressante. Et je voulais aussi parler des migrants qui l'avaient fait qui avaient migré pour des raisons politiques, parler de la Seconde Guerre mondiale, etc., et d'essayer de faire une espèce de panorama comme ça, global, en parlant de la réalité qui était celle de l'époque, donc parce que à l'époque il y avait encore les barques, les pateras qui passaient vers Gibraltar. Aujourd'hui, ne passe plus du tout par là, parce que c'est un endroit qui est complètement verrouillé. Mais donc, je suis allé là voir, notamment dans les deux enclaves espagnoles qui subsistent sur le continent africain, donc au Maroc, Ceuta et Melilla. Et en fait, oui, pour répondre à la question, donc comment je choisis mes sujets, j'ai du mal avec la façon dont travaillent certains grands reporters qui sont par ailleurs des amis. Bon, par exemple, on peut dire qu'il y a des journalistes qui sont des spécialistes de la guerre, mais c'est un peu bizarre parce qu'on les envoie parfois, je sais pas, au Timor oriental, en Syrie aujourd'hui, il y a quelques mois en Libye, et ils ne sont pas nécessairement très au fait du contexte. Bon, en même temps, ils font un travail qui est souvent remarquable, mais en même temps, leur manque de préparation et de connaissances sur le sujet précis les expose parfois à faire des erreurs qui sont un petit peu cruelles quand on relit les papiers quelques années plus tard. Donc, pour finir, en fait, j'essaie de choisir des sujets que je connais bien. Parce que par exemple, donc là, le reportage dont vous parliez sur l'ex-enfant soldat au Kivu, et celui que je viens de faire pour le dernier numéro de 21, sur le retour des combattants Hutus au Rwanda. Bon, c'est un sujet que je suis depuis 18 ans, et donc je ne suis pas obligé de me retaper des milliers, qu'est-ce que je dis, des dizaines de milliers de pages de rapports, de bouquins avant, parce que je les ai déjà en tête. Là, je dois déjà redire beaucoup de choses, et enfin bon, voilà. Alors, dans le reportage BD, il existe une véritable contrainte du réel. Est-ce que toutefois, on peut adopter une démarche politique et faire passer ses idées de la même manière que dans les bandes dessinées de fiction ? Ça, c'est une question un peu difficile parce que, bon, c'est clair que c'est clair qu'il y a un regard quand on essaie de travailler. Moi, je suis pas journaliste, mais j'essaie de travailler comme je pense que devrait travailler un journaliste. C'est donc encore une fois en amont, beaucoup de lecture. Aller sur le terrain, quand il y a des informations, recouper les choses avec différentes sources, rencontrer les gens, et puis après, essayer de faire un montage pour que ce soit un récit cohérent et, disons, lisible pour le plus grand nombre. Les contraintes, c'est de ne pas mentir, en tout cas pas mentir sciemment. Donc encore une fois, quand on constate des faits, puis qu'on entend des choses, qu'on les recoupe, voilà, ne pas mentir, ne pas inventer des situations, ne pas bidonner, mais en même temps, évidemment, il y a un regard. C'est pareil pour un journaliste qui travaille à l'écrit, qui travaille le film. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit plus vrai pour la bande dessinée. Même si, bon, il y a la subjectivité évidente du dessin qui fait que je pense que c'est assez clair quand on lit ce que je fais, et ce que font mes camarades, de voir où on met la sympathie, enfin, sur quel personnage on porte un regard plutôt sympathique et sur quels autres on porte un personnage qui l'est moins, disons. Mais en même temps, moi je vois ça aussi dans les papiers écrits et dans les documentaires. Mais c'est peut-être plus évident en BD, en effet.
Alors dans votre deuxième reportage, L'étoile d'Arnold, qui se déroule au Congo, vous faites une allusion à Hergé et à son célèbre ouvrage Tintin au Congo. Est-ce que, d'une part, les clichés véhiculés par cette bande dessinée sont toujours vivaces et est-ce qu'il était important pour vous de les réfuter dans ce reportage? Mais si je fais une allusion un petit peu amusée, et que je voulais un peu amusante à Hergé, c'était pas tellement pour stigmatiser disons, les erreurs qu'Hergé a pu faire dans les années 30, parce qu'il travaillait pour un journal extrême, enfin, disons, très à droite, catholique, parce que tout le monde est capable de les voir et d'en rire. Si j'ai fait ce petit clin d'œil, c'était pour essayer de mettre en avant le fait qu'il y avait d'autres clichés et, que beaucoup de gens véhiculaient, mais qui n'étaient pas ceux évidemment du Hergé des années 1930. Parce que Hergé, quand il le faisait, il ne s'en rendait sans doute pas compte que c'était des clichés. Et donc il y a aujourd'hui encore beaucoup de clichés qui sont véhiculés par des gens qui pensent sincèrement être des antiracistes, des gens très bien, et qui se moquent d'Hergé, mais le Hergé des années 30. Alors le reportage BD, c'est un genre hybride, mais un genre à part entière. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau métier de dessinateur reporter est en train de se créer et de se démocratiser? Je ne sais pas, je sais que c'est devenu un thème à la mode dans les grands médias de parler du BD reportage. En même temps, dans ce casier-là, dans ce tiroir-là, on met beaucoup de choses qui sont très très différentes. On parle, bon, par exemple, on parle du travail de Joe Sacco, qui lui se présente comme un journaliste. Il a d'ailleurs fait une école de journalisme aux États-Unis et il essaie de travailler avec les méthodes des journalistes, du journalisme. On met aussi dans le tiroir le travail par exemple de Guy Delisle, pardon, qui lui se défend d'être un journaliste, dit qu'il fait plutôt c'est un travail tout à fait remarquable aussi, mais qui lui dit plutôt qu'il envoie des cartes postales à ses amis qui sont restés en Europe, et c'est des cartes postales intelligentes. Bon, il y a le travail par exemple d'Emmanuel Guibert, qui est tout à fait différent, parce que le travail qu'il a fait avec Lefebvre, donc le photographe, c'était plus, à mon avis, je pense qu'il serait d'accord, enfin qu'il le dirait comme ça, enfin il le dirait mieux que moi parce que c'est un mec extrêmement brillant, mais c'est plus un travail sur le média bande dessinée lui-même, justement sur la représentation, le rapport à la réalité, les manques qu'il y a entre les cases, etc. Donc ce sont des choses très différentes bon, que les grands médias généralistes mélange de façon un petit peu légère, à mon avis.